Chaque nuit, un spectacle infini se déploie au-dessus de nos têtes. Des milliards de points lumineux parsèment le voile d'encre, chacun étant un soleil lointain, une étoile au-delà de notre propre étoile mère. Pendant des siècles, ces feux célestes ont nourri nos mythes, guidé nos navigateurs et inspiré nos rêves. Mais que savons-nous vraiment de ces géantes de lumière qui peuplent l'immensité cosmique? Ce voyage nous emmène au-delà des frontières de notre système solaire, à la découverte d'un univers d'une richesse et d'une diversité insoupçonnées. Des naines rouges aux supergéantes bleues, des systèmes stellaires multiples aux mondes lointains qui gravitent autour d'elles, préparez-vous à explorer les secrets fascinants des étoiles lointaines. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, chaque point de lumière que nous apercevons est une étoile, un soleil lointain. Mais qu'est-ce qu'une étoile fondamentalement? Au cœur de chaque étoile réside un moteur cosmique d'une puissance incommensurable. Une étoile est un corps céleste massif, une sphère incandescente de plasma, un gaz tellement chaud que ses électrons sont arrachés des noyaux atomiques. La taille de ces géantes varie considérablement, de naines à peine plus grosses que notre Terre à des supergéantes, des centaines, voire des milliers de fois plus vastes que notre Soleil. Ce qui donne à une étoile sa brillance et son énergie phénoménale, c'est un processus qui se déroule en son cœur, la fusion nucléaire. Sous l'effet de température et de pression extrêmes, les noyaux d'atomes légers, principalement l'hydrogène, sont forcés de s'assembler pour former des noyaux plus lourds, comme l'hélium. À chaque fusion, une infime partie de la masse est convertie en une quantité prodigieuse d'énergie, libérée sous forme de lumière et de chaleur qui irradie à travers l'espace. C'est cette énergie qui nous parvient, même à des distances astronomiques, et qui illumine nos nuits. Mais qu'est-ce qui empêche une étoile de s'effondrer sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité, ou d'exploser sous la pression de la fusion nucléaire? La réponse réside dans un équilibre délicat, une danse cosmique entre deux forces opposées. La gravité, tirant toute la matière vers le centre, est parfaitement contrebalancée par la pression interne, générée par la chaleur intense du cœur et le mouvement incessant des particules. C'est ce que les scientifiques appellent l'équilibre hydrostatique, la clé de la stabilité et de la longévité d'une étoile pendant la majeure partie de sa vie. Bien que toutes les étoiles partagent ce mécanisme fondamental de fusion nucléaire, elles ne sont pas toutes identiques. Leur composition chimique, principalement l'hydrogène et l'hélium, mais aussi la présence d'éléments plus lourds en quantité variable, influence leur couleur, leur température et leur luminosité. En étudiant la lumière qu'elles émettent, les astronomes peuvent déchiffrer la signature de ces éléments et mieux comprendre la nature intime de ces soleils lointains. Toute étoile, aussi majestueuse soit-elle, a une naissance humble, issue des restes d'anciennes générations stellaires. Les étoiles naissent au sein de vastes nuages de gaz et de poussière interstellaires, appelées nébuleuses. Ces nurseries stellaires sont des régions de l'espace où la matière est suffisamment dense pour que la gravité puisse commencer son travail de rassemblement. Divers facteurs peuvent déclencher l'effondrement d'une nébuleuse, l'onde de choc d'une supernova voisine, les collisions entre nuages de gaz, ou même les forces gravitationnelles au sein de la galaxie. Une fois que la contraction commence, la gravité prend le dessus. La matière commence à s'agglutiner en des points de plus en plus denses, attirant toujours plus de matière environnante. Au fur et à mesure que la matière s'effondre, elle commence à chauffer en son centre sous l'effet de la compression. Une protoétoile est née. Un embryon d'étoile encore, entouré d'un disque de gaz et de poussière en rotation. Cette protoétoile continue d'accréter de la matière de son environnement, sa masse et sa température augmentant progressivement. Lorsque la température et la pression au cœur de la protoétoile atteignent un seuil critique, environ 10 millions de degrés Celsius, un événement décisif se produit. La fusion nucléaire s'amorce. Les noyaux d'hydrogène commencent à fusionner pour former de l'hélium, libérant une énergie colossale qui s'oppose enfin à la force de la gravité. L'équilibre hydrostatique est atteint et une nouvelle étoile s'allume, rejoignant le grand balai cosmique. Le temps de sa vie sur la séquence principale, brûlant stablement son hydrogène, peut alors commencer. Une fois la fusion nucléaire allumée et l'équilibre hydrostatique atteint, l'étoile entre dans la phase la plus longue et la plus stable de sa vie, la séquence principale. C'est à ce stade que se trouve notre Soleil, et la plupart des étoiles que nous voyons briller dans le ciel nocturne. Pendant cette période, l'étoile brûle paisiblement l'hydrogène de son cœur, le transformant en hélium. La durée de cette phase dépend crucialement de la masse de l'étoile. Imaginez une voiture avec un très grand réservoir d'essence, mais dont le moteur consomme à une vitesse phénoménale. Le réservoir se videra rapidement. De même,
Les étoiles massives brûlent leur hydrogène à un rythme effréné pour contrer leur immense gravité, ne vivant que quelques millions à quelques centaines de millions d'années. A l'inverse, les étoiles de faible masse, comme les naines rouges, brûlent leur carburant très lentement, ce qui leur permet de briller pendant des dizaines, voire des centaines de milliards d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Notre propre Soleil, une étoile de masse moyenne, a une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années, et il en est à peu près à la moitié de sa vie. La séquence principale est une sorte d'autoroute cosmique où les étoiles passent la majeure partie de leur existence. Leur position sur cette autoroute, représentée par le diagramme de Hertzsprung-Russell, est déterminée par leur masse, leur température et leur luminosité. Les étoiles massives et chaudes se trouvent en haut à gauche, tandis que les étoiles de faible masse et plus froides se situent en bas à droite. Pour une étoile de masse comparable à celle de notre Soleil, ou légèrement supérieure, la fin sera relativement paisible. Lorsque l'hydrogène du cœur est épuisé, les réactions de fusion se déplacent dans une couche entourant le cœur, provoquant une expansion massive de l'étoile en une géante rouge. Finalement, les couches externes de l'étoile seront éjectées dans l'espace, formant une magnifique nébuleuse planétaire, tandis que le cœur se contracte en un objet dense et chaud appelé naine blanche, un vestige stellaire qui se refroidira lentement pendant des milliards d'années. Le destin des étoiles massives est beaucoup plus dramatique. Après avoir épuisé leur hydrogène, elles se transforment en supergéantes rouges, des monstres cosmiques aux dimensions colossales. Mais cette phase est de courte durée. L'étoile, incapable de maintenir son équilibre, s'effondre soudainement sur elle-même, provoquant une explosion cataclysmique d'une violence inouïe, une supernova. Cette explosion, visible à des milliards d'années-lumière, disperse les éléments lourds forgés au cœur de l'étoile dans l'espace, enrichissant le milieu interstellaire et fournissant la matière première pour de futures générations d'étoiles et de planètes. Au centre de la supernova, il ne reste qu'un vestige, soit une étoile à neutrons, un objet incroyablement dense où la matière est comprimée jusqu'à la limite de l'existence, soit, si l'étoile était vraiment massive, un trou noir, un objet si dense que sa gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ainsi, du berceau des nébuleuses au tombeau des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs, le cycle de vie d'une étoile est un récit cosmique de création et de destruction, un ballet incessant de naissance, de vie et de mort qui façonne l'univers que nous connaissons. Vous remarquerez que les étoiles dans le ciel ne brillent pas toutes avec la même intensité, et certaines semblent même plus petites que d'autres. L'une des raisons principales de cette diversité est la masse initiale de la nébuleuse à partir de laquelle l'étoile est née. Une plus grande quantité de matière gravitationnellement contractée donnera naissance à une étoile plus massive. La masse d'une étoile influence directement sa force gravitationnelle. Une étoile plus massive exerce une attraction gravitationnelle plus intense sur ses propres couches. Pour contrebalancer cette force plus importante et maintenir l'équilibre hydrostatique, le cœur de l'étoile doit atteindre des températures et des pressions plus élevées, ce qui accélère le taux de fusion nucléaire. Cette fusion plus rapide libère une plus grande quantité d'énergie, rendant l'étoile plus lumineuse et généralement plus grande. C'est donc cette interaction complexe entre la masse initiale et la nécessité d'atteindre l'équilibre hydrostatique qui détermine en grande partie la taille, la luminosité et même la durée de vie d'une étoile. Ainsi, la brève et spectaculaire existence des étoiles massives contraste avec la longévité tranquille des étoiles plus petites. Chaque étoile a sa propre horloge cosmique, dictée par sa masse initiale et le rythme de sa fusion nucléaire. C'est cette diversité de destin qui rend le ballet des étoiles dans notre galaxie si dynamique et imprévisible. Si toutes les étoiles partagent le même moteur de fusion nucléaire, elles n'en demeurent pas moins des objets d'une incroyable diversité. Leur masse initiale, leur âge et leur composition chimique donnent naissance à une véritable ménagerie stellaire, chacune avec ses propres spécificités. En analysant la lumière émise par une étoile et en la décomposant en son spectre, les astronomes peuvent déterminer avec précision sa température de surface et par conséquent sa couleur. Cette classification spectrale, désignée par des lettres allant de O, les plus chaudes, bleu, à M, les plus froides, rouge, en passant par B, A, F, G et K, est un outil fondamental pour comprendre la nature d'une étoile. La taille des étoiles varie également de manière spectaculaire. Notre Soleil est une étoile de taille moyenne. À côté de lui, certaines naines rouges sont à peine plus grosses que Jupiter, tandis que d'autres géantes et supergéantes rouges atteignent des dimensions phénoménales.
Bételgeuse, par exemple, est si vaste que si elle était placée au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Mars. Cette différence de taille a des implications directes sur la luminosité de l'étoile. Une étoile plus grande a une plus grande surface émettrice de lumière, et donc une luminosité intrinsèque plus élevée, même si sa température de surface est la même qu'une étoile plus petite. Contrairement à ce que leur apparence stable pourrait suggérer, de nombreuses étoiles ne sont pas des phares constants. Ce sont les étoiles variables, dont la luminosité fluctue au cours du temps. Ces variations peuvent être dues à des pulsations internes de l'étoile, à des éclipses dans des systèmes binaires ou à des événements plus cataclysmiques. L'étude des étoiles variables est cruciale pour déterminer les distances dans l'univers et comprendre les processus physiques à l'œuvre au sein des étoiles. Notre Soleil est une étoile solitaire, mais dans l'immensité de la galaxie, de nombreuses étoiles vivent en couple, voire en groupe de 3, 4 ou plus. Ces systèmes stellaires multiples orbitent autour d'un centre de gravité commun, créant des balais cosmiques complexes et fascinants. L'étude de ces systèmes nous en apprend beaucoup sur la formation des étoiles et la dynamique gravitationnelle. La théorie et les classifications nous donnent un cadre pour comprendre les étoiles. Mais pour vraiment apprécier leur nature et leur diversité, rien ne vaut l'étude d'exemples concrets de ces soleils lointains qui parsèment notre galaxie. Nous allons maintenant partir à la rencontre de quelques-unes de ces étoiles, des voisines cosmiques aux caractéristiques fascinantes qui illustrent la richesse du monde stellaire au-delà de notre propre Soleil. Voici les étoiles de la séquence principale qui nous entoure. Et quel meilleur point de départ que notre propre étoile, le Soleil. Le Soleil. Il se situe dans la galaxie de la Voie lactée, dans le bras d'Orion. Distance de la Terre, environ 149,6 millions de kilomètres. Taille approximative, environ 1,39 million de kilomètres. Spécificité, étoile jaune de type spectral G2V. Source de toute la lumière et de la chaleur pour la vie sur Terre. Possède une activité magnétique qui provoque des taches solaires, des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. La vitesse de rotation équatoriale du Soleil est d'environ 2 km par seconde. La vitesse de rotation du Soleil n'est pas uniforme. Le Soleil effectue une rotation différentielle, ce qui signifie que différentes parties du Soleil tournent à des vitesses différentes. La surface équatoriale tourne en environ 25 jours, ce qui correspond à une vitesse d'environ 2 km par seconde. Les régions polaires tournent plus lentement, en environ 35 jours. L'intérieur du Soleil a également des vitesses de rotation variables avec la profondeur et la latitude. Le noyau solaire tourne plus rapidement que la surface. Certaines études suggèrent que le noyau pourrait tourner jusqu'à 4 fois plus vite que la surface. Sirius A. Connue aussi sous le nom Alpha Canis Majorissa. Elle se situe dans la galaxie de la Voie lactée. Sa distance de la Terre est d'environ 8,6 années-lumière. Sa taille approximative est d'environ 2,4 millions de kilomètres, environ 1,7 fois le diamètre du Soleil. Spécificité, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. C'est une étoile de la séquence principale de type spectral A1V. A1 indique une étoile blanche-bleue très chaude. V indique qu'il s'agit d'une étoile naine de la séquence principale, ce qui signifie qu'elle brûle de l'hydrogène en hélium dans son cœur, donc plus chaude et plus lumineuse que notre Soleil. La température de surface de Sirius A est d'environ 9600 degrés Celsius. C'est beaucoup plus chaud que la surface de notre Soleil, qui est d'environ 5500 degrés Celsius. Sa vitesse de rotation est relativement lente pour une étoile de type A, avec une vitesse de rotation équatoriale estimée à environ 16 km par seconde. Elle a une naine blanche, Sirius B, en orbite autour d'elle, formant un système binaire. Sirius B, la naine blanche qui est désignée comme compagne de l'étoile Sirius A, est de type spectral DA2. D indique une naine blanche. A indique que son atmosphère est dominée par l'hydrogène. 2 indique une température de surface d'environ 25 000 degrés Celsius, bien qu'elle se refroidisse lentement. Sirius B a une masse d'environ 1,02 masse solaire. Il est remarquable qu'elle ait à peu près la même masse que le Soleil, alors qu'elle est beaucoup plus petite. Sa taille est à peu près la taille de la Terre,
environ 12 000 km de diamètre. Sirius B possède une densité extrêmement élevée. Une cuillère à café de matière de Sirius B pèserait plusieurs tonnes sur Terre. Sirius B était autrefois une étoile beaucoup plus massive que Sirius A. Elle a évolué plus rapidement, a épuisé son carburant nucléaire, a traversé la phase de géante rouge et a fini par éjecter ses couches externes pour devenir une naine blanche. Sirius se trouve dans la constellation du Grand Chien. C'est l'étoile la plus brillante de cette constellation. Vega, connue aussi sous le nom Alpha Lyrae. Elle se situe dans la galaxie de la Voie lactée. Distance de la Terre, environ 25 années-lumière. Sa taille approximative est d'environ 3,7 millions de kilomètres, environ 2,7 fois le diamètre du Soleil. Type spectral, A0V. A0 indique une étoile blanche-bleue très chaude. V indique qu'il s'agit d'une étoile naine de la séquence principale, brûlant de l'hydrogène en hélium dans son cœur. La température de surface de Vega est d'environ 9300 degrés Celsius. C'est une température beaucoup plus élevée que celle de notre Soleil, environ 5500 degrés Celsius. Vega possède un disque circumstellaire de poussière et de débris en orbite autour d'elle. Ce disque a été l'un des premiers à être imagé autour d'une autre étoile et suggère la présence d'un système planétaire en formation ou des restes de collisions planétaires. Le disque s'étend sur des centaines d'unités astronomiques. Spécificité: Vega tourne très rapidement sur elle-même. Sa vitesse de rotation équatoriale est estimée à environ 274 km par seconde, ce qui lui donne une forme légèrement aplatie au niveau des pôles. Pour mettre cela en perspective, la vitesse de rotation équatoriale de notre Soleil est d'environ 2 km par seconde. Vega tourne donc plus de 130 fois plus vite que le Soleil. Vega se trouve dans la constellation de la Lyre. C'est l'étoile la plus brillante de cette constellation, formant l'un des sommets du célèbre triangle d'été. Proxima Centauri. Elle se situe dans la galaxie de la Voie lactée. Distance de la Terre, environ 4,24 années-lumière. C'est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Sa taille approximative est d'environ 210 000 km, environ 0,15 fois le diamètre du Soleil. Spécificité: une naine rouge de type spectral M55VE, beaucoup plus petite et plus froide que notre Soleil. La température de surface de Proxima Centauri est d'environ 2700 degrés Celsius. C'est beaucoup plus froid que notre Soleil, qui a une température de surface d'environ 5500 degrés Celsius. Cette température plus basse est typique des étoiles naines rouges de type M, comme Proxima Centauri. Elle est sujette à de fréquentes et puissantes éruptions stellaires. Proxima Centauri est une naine rouge, un type d'étoile connu pour son activité magnétique intense. Cette activité est beaucoup plus prononcée que celle d'étoiles plus massives et plus stables comme notre Soleil. En conséquence de cette activité magnétique, Proxima Centauri est sujette à des éruptions stellaires beaucoup plus fréquentes et puissantes que celles observées sur le Soleil. Ces éruptions libèrent d'énormes quantités d'énergie sous forme de radiations électromagnétiques, rayons X, ultraviolets, ondes radio et de particules chargées. Certaines éruptions observées sur Proxima Centauri ont été des dizaines, voire des centaines de fois plus énergétiques que les plus grandes éruptions solaires jamais enregistrées. Les observations suggèrent que Proxima Centauri connaît des éruptions fréquentes, allant de plusieurs petites éruptions par jour à des éruptions beaucoup plus massives se produisant moins souvent. La luminosité de Proxima Centauri peut augmenter considérablement et rapidement lors d'une éruption, parfois de plusieurs magnitudes en quelques minutes seulement. Elle possède au moins une exoplanète, Proxima Centauri b, en orbite dans sa zone habitable. Proxima Centauri se trouve dans la constellation du Centaure. Bien qu'elle soit l'étoile la plus proche de notre système solaire, elle est une naine rouge faible et n'est pas visible à l'œil nu depuis la plupart des régions de l'hémisphère nord, y compris la France. Elle est mieux observée depuis l'hémisphère sud. Tau Ceti. Elle se situe dans la galaxie de la Voie lactée. Distance de la Terre, environ 12 années-lumière. Sa taille approximative est d'environ 1,8 million de kilomètres, environ 1,3 fois le diamètre du Soleil. Masse, environ 0,78 masses solaires. Luminosité, environ 0,55 fois la luminosité du Soleil. Elle est donc presque moitié moins brillante que notre étoile.
La température de surface de Tau Ceti est d'environ 5070 degrés Celsius. C'est légèrement plus frais que la surface de notre Soleil. Tau Ceti a une vitesse de rotation relativement lente, avec une période de rotation estimée à environ 34 jours, contre environ 25 jours pour le Soleil. Spécificité: une étoile de la séquence principale de type spectral G8V. G indique que Tau Ceti est une étoile de la classe spectrale G. Les étoiles de type G ont une température de surface d'environ 5200 à 6000 Kelvin et apparaissent jaune-blanche. Notre Soleil est également une étoile de type G2V. 8, c'est la sous-classe spectrale. Au sein de la classe G, les sous-classes vont de G0, plus chaud, à G9, plus froid. G8 indique donc que Tau Ceti est une étoile de type G relativement froide. V indique la classe de luminosité. V signifie que l'étoile est une naine de la séquence principale. Cela veut dire que Tau Ceti, comme notre Soleil, génère son énergie par la fusion de l'hydrogène en hélium dans son cœur et est dans la phase stable et la plus longue de sa vie. Très similaire à notre Soleil en température et en luminosité, bien qu'un peu moins massive et légèrement plus vieille. Elle est connue pour avoir un disque de débris autour d'elle et plusieurs exoplanètes en orbite. La présence d'exoplanètes dans son système, y compris certaines potentiellement rocheuses dans la zone habitable, bien que cela soit encore débattu en raison des caractéristiques stellaires et du disque de débris, continue de susciter l'intérêt pour le potentiel d'y trouver des environnements habitables. Tau Ceti se trouve dans la constellation de la Baleine. Bien qu'elle soit relativement proche et similaire à notre Soleil, elle n'est pas aussi brillante que certaines autres étoiles, et peut être un peu plus difficile à repérer dans le ciel sans un cherche-étoile ou une carte du ciel, surtout dans les zones avec une certaine pollution lumineuse. Bételgeuse. Connue aussi sous le nom de Alpha Orioni. Elle se situe dans la galaxie de la Voie lactée. C'est une étoile de catégorie géante rouge. Elle est de type spectral M2IAB. M2 indique une étoile rouge relativement froide. IAB indique une supergéante lumineuse. Bien que classée comme supergéante, elle est souvent considérée comme une géante rouge très évoluée. Distance de la Terre, environ 500 à 650 années-lumière, l'estimation précise varie. Taille approximative, extrêmement variable en raison de sa nature pulsatile, mais son diamètre moyen est environ 900 à 1200 fois celui du Soleil. Si elle était au centre de notre système solaire, elle s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter. Sa masse est d'environ 11 à 15 masses solaires. Luminosité, environ 100 000 fois la luminosité du Soleil. Sa température de surface est d'environ 3200 degrés Celsius, beaucoup plus froide que le Soleil, ce qui lui donne sa couleur rouge-orangée. Spécificité: une étoile variable semi-régulière, sa luminosité fluctue avec une période principale d'environ 400 jours, mais aussi avec des périodes plus longues. Son rayon physique change également au cours de ses pulsations. Bételgeuse est en fin de vie stellaire. Elle a épuisé l'hydrogène de son cœur et brûle maintenant des éléments plus lourds. Son destin ultime est d'exploser en supernova dans un avenir astronomiquement proche, peut-être dans les 100 000 prochaines années. Elle a récemment connu un épisode de forte diminution de sa luminosité, suscitant beaucoup d'intérêt scientifique. L'attente de sa future supernova en fait un sujet d'excitation dans la communauté astronomique. Bien que l'échéance exacte soit inconnue, l'événement sera spectaculaire et visible même en plein jour sur Terre. Elle expulse une quantité significative de matière dans l'espace sous forme de vent stellaire. Cette perte de masse est un processus important dans l'évolution des étoiles massives. Bételgeuse est l'une des étoiles les plus brillantes et les plus faciles à identifier dans le ciel nocturne, formant l'une des épaules de la constellation d'Orion. Rigel. Connue aussi sous le nom de Beta Orionis. Elle se situe dans la galaxie de la Voie lactée. C'est une étoile de catégorie supergéante bleue. Type spectral, B8Ia. B8 indique une étoile bleu-blanc très chaude. Ia indique une supergéante très lumineuse. Distance de la Terre, environ 770 années-lumière. Sa taille approximative est d'environ 78 fois le diamètre du Soleil. Sa masse est d'environ 21 masses solaires. Luminosité, environ 120 000 fois la luminosité du Soleil. Sa température de surface est d'environ 11 800 degrés Celsius, beaucoup plus chaude que le Soleil, d'où sa couleur bleu-blanc. Spécificité:
une étoile multiple, Rigel A, la supergéante bleue, a deux compagnons plus petits, Rigel B et C, qui sont des étoiles binaires. Les supergéantes bleues sont des étoiles massives qui brûlent leur carburant très rapidement et ont une durée de vie courte et spectaculaire. Sa vitesse de rotation est relativement lente pour une supergéante de ce type, avec une vitesse de rotation équatoriale estimée à environ 30 km par seconde. Âge estimé, environ 8 millions d'années. Bien qu'énorme et brillante, sa masse élevée signifie qu'elle brûle son carburant très rapidement et a une durée de vie beaucoup plus courte que celle d'étoiles comme notre Soleil. Rigel est dans un stade avancé de son évolution stellaire. Elle a déjà épuisé l'hydrogène de son cœur et brûle probablement de l'hélium. Son avenir est de devenir une supergéante rouge ou une étoile variable lumineuse bleue avant de s'effondrer en supernova. Rigel est en réalité un système stellaire multiple. L'étoile brillante que nous voyons à l'œil nu, Rigel A au moins deux compagnons plus petits. Rigel B, une étoile de la séquence principale de type spectral B9V, environ 3,5 fois la masse du Soleil. Elle est beaucoup plus faible que Rigel A et est difficile à observer sans un télescope adapté en raison de la luminosité de sa voisine. Rigel C, il pourrait y avoir une troisième composante encore plus faible, mais cela n'est pas encore entièrement confirmé. Rigel B et C forment une binaire serrée qui orbite autour de Rigel A à une distance considérable, environ 2500 unités astronomiques. Rigel est la 7e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Elle est facilement repérable comme l'un des pieds brillants de la constellation d'Orion. PSR J0100 8431. Elle se situe dans la galaxie de la Voie lactée. Elle est une étoile de type pulsar. PSR signifie source pulsante de radio, indiquant qu'il a été découvert comme un pulsar, une étoile à neutrons en rotation rapide émettant des ondes radiopulsées. J0100 8431 est sa désignation dans le système de coordonnées céleste. Le J indique le système de coordonnées, 0108 correspond à son ascension droite, l'équivalent de la longitude céleste, et 1431 correspond à sa déclinaison, l'équivalent de la latitude céleste. Distance de la Terre, environ 424 années-lumière. Taille approximative, environ 20 à 30 km de diamètre. Sa masse est d'environ 1,4 masses solaires. La matière à l'intérieur d'une étoile à neutrons est incroyablement dense, bien au-delà de tout ce que nous connaissons sur Terre. Les protons et les électrons sont fusionnés pour former des neutrons, d'où son nom. Si vous pouviez prendre une cuillère à café de matière d'une étoile à neutrons, elle pèserait des milliards de tonnes sur Terre. Âge estimé, environ 200 millions d'années. C'est significativement plus vieux que la plupart des autres pulsars connus. Sa luminosité globale est faible, mais ses émissions dans certaines longueurs d'onde, comme les ondes radio pour les pulsars, peuvent être très intenses. Il est également l'un des pulsars les moins lumineux connus, ce qui rend son étude plus difficile. Température de surface. Déterminer la température de surface exacte d'une étoile à neutrons comme PSR J0100 8431 est un défi, car elle s'est considérablement refroidie depuis sa formation lors d'une explosion de supernova. Cependant, les estimations basées sur les observations en rayon X suggèrent une température de surface étonnamment basse pour une étoile à neutrons. La température de surface estimée de PSR J0100 8431 est de l'ordre de quelques centaines de milliers de Kelvin. Les estimations spécifiques varient dans la littérature scientifique, mais une valeur typiquement citée se situe autour de 400 000 Kelvin. Donc, sa température de surface estimée est d'environ 400 000 degrés Celsius. Sa période de rotation est relativement lente pour un pulsar, avec une période d'environ 0,8 secondes. Elle effectue environ 1,25 tours par seconde. Les pulsars plus jeunes peuvent avoir des périodes de quelques millisecondes pour une rotation. Spécificité. Une étoile extrêmement dense, formée lors de l'effondrement du cœur d'une étoile massive lors d'une supernova. Sa rotation rapide et son champ magnétique intense génèrent les pulsations caractéristiques des pulsars. PSR J0100 8431 est l'une des étoiles à neutrons les plus proches et les plus faibles connues. PSR J0100 8431 est située dans la constellation de la Baleine. R136A1. Elle se situe dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine satellite de la Voie lactée. Elle est de type spectral, O2IF, une hypergéante bleue extrêmement chaude et lumineuse. Distance de la Terre, environ 163 000 années-lumière. Sa masse estimée,
Initialement estimée à plus de 300 masses solaires, les estimations actuelles la placent autour de 265 masses solaires. C'est l'une des étoiles les plus massives connues. Luminosité, environ 8,7 millions de fois la luminosité du Soleil. C'est l'étoile la plus lumineuse connue. Sa température de surface est d'environ 45 700 degrés Celsius. R136A1 possède des vents stellaires extrêmement puissants, soufflant à des vitesses allant jusqu'à 2600 km par seconde. Ces vents entraînent une perte de masse considérable, elle perd l'équivalent de la masse du Soleil tous les 20 000 ans environ. La formation d'étoiles aussi massives pose des défis au modèle théorique de formation stellaire. On pense généralement que les étoiles très massives se forment par la fusion d'étoiles plus petites dans des amas denses. En raison de leur masse énorme et de leur luminosité extrême, ces étoiles brûlent leur carburant nucléaire à un rythme effréné et ont une durée de vie très courte à l'échelle cosmique, de quelques millions d'années seulement. R136A1 est déjà bien avancé dans sa vie. Le diamètre de R136A1 est estimé à environ 48 millions de kilomètres. Pour mettre cela en perspective, le diamètre de notre Soleil est d'environ 1,39 million de kilomètres. Ainsi, R136A1 est environ 35 fois plus grand que notre Soleil en diamètre. Spécificité. C'est une étoile de type Wolf-Rayet, caractérisée par de forts vents stellaires et des raies d'émission d'azote et d'hélium dans son spectre. Elle perd une quantité de masse phénoménale chaque année. Son avenir est de probablement exploser en une supernova ou potentiellement de s'effondrer directement en trou noir. Elle fait partie de l'amas stellaire R136, un groupe dense de jeunes étoiles massives dans la nébuleuse de la Tarentule. Les vents stellaires intenses et le rayonnement ultraviolet extrême émis par R136A1 et les autres étoiles massives de l'amas R136 Culte ionisent la nébuleuse de la Tarentule, influençant la formation de nouvelles étoiles. Cher 25. Elle se situe dans la galaxie du Petit Nuage de Magellan, une autre galaxie satellite de la Voie lactée. Elle est de type spectral, B1.5 IAB, une supergéante bleue lumineuse. Distance de la Terre, environ 200 000 années-lumière. Le diamètre de Cher 25 est estimé à environ 140 à 210 millions de kilomètres. Cher 25 est environ 100 à 150 fois plus grande que notre Soleil en diamètre. Cette taille énorme est caractéristique des supergéantes bleues, qui ont des enveloppes externes très étendues malgré leur température de surface élevée. Sa masse est estimée à environ 40 masses solaires. Luminosité, environ 250 000 fois la luminosité du Soleil. Sa température de surface est d'environ 24 700 degrés Celsius. Cher 25 est célèbre pour l'anneau équatorial de matière en expansion qui l'entoure. Cet anneau est relativement froid et riche en azote. L'origine de cet anneau est sujette à débat, mais l'hypothèse la plus probable est qu'il a été éjecté par l'étoile elle-même lors d'une phase antérieure d'évolution, potentiellement une phase de variables lumineuses bleues. Les variables lumineuses bleues sont des étoiles massives et instables qui connaissent des éruptions massives de matière. L'anneau de Cher 25 présente des similitudes frappantes avec l'anneau observé autour de la supernova SN 1987A, qui s'est également produite dans le Grand Nuage de Magellan. Cette similitude suggère que l'étoile progénitrice de SN 1987 pourrait également être passée par une phase d'éjection de matière similaire. La richesse en azote de l'anneau suggère que la matière éjectée provenait des couches internes de l'étoile, qui ont subi une transformation par la fusion nucléaire. Spécificité. Cher 25 est intéressante car elle est située au centre d'un anneau de matière en expansion. Cet anneau pourrait influencer son évolution future et la nature de sa mort en supernova. UY Scuti. Elle se situe dans la galaxie de la Voie lactée. Type spectral, M4 IAIBE, une hypergéante rouge. M4 indique une étoile rouge très froide. IAIBE indique une hypergéante lumineuse à supergéante très lumineuse. Distance de la Terre. Les estimations varient considérablement, mais se situent généralement autour de 9500 années-lumière de la Terre. La grande incertitude est due à sa distance et à la difficulté d'observer des objets aussi éloignés et entourés de poussière. Taille estimée. C'est le paramètre le plus impressionnant et le plus incertain. Les estimations du diamètre varient énormément, allant de 755 à plus de 1700 fois le diamètre du Soleil. Si l'on prend une valeur médiane d'environ 1700 rayons solaires, son diamètre serait d'environ 2,4 milliards de kilomètres. À cette taille, si UY Scuti était placé au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter.
Cependant, des études plus récentes suggèrent une taille plus modeste, mais toujours énorme. Luminosité. Plusieurs centaines de milliers de fois la luminosité du Soleil. Température de surface. Relativement froide, typique d'une supergéante rouge, autour de 3100 degrés Celsius. Cette basse température est ce qui lui donne sa couleur rouge intense. Masse estimée. Bien qu'énorme en volume, sa masse n'est pas aussi extrême. Les estimations varient, mais se situent probablement entre 7 et 10 masses solaires. Les étoiles de type M en fin de vie ont perdu une grande partie de leur masse initiale via des vents stellaires. Pendant un certain temps, elle a été considérée comme la plus grande étoile connue en termes de volume, bien que d'autres candidates comme Stephenson 218 aient émergé avec des estimations de taille encore plus importantes. Spécificité. L'une des plus grandes étoiles connues en termes de volume. Les hypergéantes rouges sont en fin de vie et connaissent une perte de masse importante. Leur avenir est également une explosion en supernova ou un effondrement en trou noir. Sa grande distance et la présence de poussière interstellaire rendent son observation et la détermination précise de ses propriétés difficiles. Stephenson 218. Aussi connu sous le nom de ST218. Type spectral, M6IAE. Cette classification indique une hypergéante rouge extrêmement lumineuse et relativement froide. Stephenson 218 se situe dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Elle est située dans l'amas stellaire Stephenson 2, un amas jeune et massif situé dans la constellation de l'écu de Sobieski. Distance. L'amas Stephenson 2 est estimé à environ 19 000 années-lumière de la Terre. Taille estimée. Les estimations de son rayon varient, mais une étude de 2018 a donné une valeur d'environ 2150 rayons solaires, ce qui représente un diamètre d'environ 3 milliards de kilomètres. Si cette mesure est correcte, Stephenson 218 serait l'une des plus grandes étoiles connues en termes de diamètre. Pour comparaison, si elle était placée au centre de notre système solaire, sa photosphère, sa surface visible, s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Saturne. Luminosité estimée. Sa luminosité est estimée à environ 440 000 fois celle du Soleil. Température de surface estimée. Typique d'une supergéante rouge, sa température de surface est relativement froide, autour de 2900 degrés Celsius. Point important à noter. Incertitude sur la taille. Comme pour beaucoup d'hypergéantes rouges très éloignées, la mesure précise de la taille de Stephenson 218 est difficile et sujette à des incertitudes liées à la distance et à la complexité de son atmosphère étendue. Des études futures pourraient affiner ces estimations. Les hypergéantes rouges comme Stephenson 218 sont des étoiles massives en fin de vie qui ont gonflé énormément et perdu une quantité significative de masse. Elles sont instables et connaissent des variations de luminosité et de taille. L'amas stellaire massif Stephenson 2 est lui-même intéressant car il contient un grand nombre d'autres étoiles massives et lumineuses, ce qui en fait un lieu d'étude privilégié pour comprendre la formation et l'évolution des étoiles de grande masse. Le destin final de Stephenson 218 sera probablement une explosion en supernova ou un effondrement direct en trou noir, en raison de sa masse initiale élevée. En résumé, Stephenson 218 est une étoile hypergéante rouge située dans un amas stellaire lointain. Si les estimations actuelles de sa taille sont exactes, elle serait l'une des plus grandes étoiles connues en termes de rayons. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ces mesures peuvent être affinées avec de futures observations. Jusqu'à présent, notre voyage stellaire nous a permis de découvrir une fascinante diversité d'astres, allant de naines rouges modestes à de gigantesques supergéantes illuminant d'autres galaxies. Ces étoiles, bien que variées, suivent des chemins évolutifs que nous commençons à bien comprendre. Mais l'univers recèle également des objets stellaires plus étranges, des énigmes cosmiques aux caractéristiques si extrêmes qu'elles défient notre intuition et repoussent les limites de nos connaissances. Préparez-vous, car nous allons maintenant explorer le côté obscur et merveilleusement bizarre du monde stellaire. Parmi les étoiles les plus étranges de l'univers, les magnétars occupent une place à part. Ce sont des étoiles à neutrons, les vestiges ultra-denses de l'effondrement d'étoiles massives, mais avec une particularité stupéfiante, des champs magnétiques d'une intensité inimaginable. Rencontre avec SGR 1806-20, un magnétar situé à des dizaines de milliers d'années-lumière de nous, dans la constellation du Sagittaire. Imaginez une étoile plus massive que notre Soleil, réduite à une sphère de à peine quelques dizaines de kilomètres de diamètre, mais avec une densité si élevée qu'une cuillère à café de sa matière pèserait des milliards de tonnes sur Terre. Maintenant,
Ajoutez à cela un champ magnétique des milliers de fois plus puissant que celui d'une étoile à neutrons normale, déjà des milliards de fois plus intense que celui de notre planète. Vous obtenez un magnétar, et SGR 1806-20 en est un exemple emblématique. Situé à une distance considérable de nous, de l'autre côté de notre galaxie, SGR 1806-20 tourne sur elle-même en environ 7,5 secondes. Mais sa rotation n'est pas sa caractéristique la plus marquante. C'est son champ magnétique colossal qui lui confère ses propriétés les plus extrêmes et les plus spectaculaires. Ces champs magnétiques monstrueux ne sont pas statiques. Ils se tordent, se réorganisent et peuvent soudainement se rompre, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme d'éruptions de rayons X et gamma. SGR 1806-20 est un type de magnétar connu pour ses sursauts fréquents, bien que généralement de faible intensité. Le 27 décembre 2004, SGR 1806-20 a marqué l'histoire de l'astronomie en produisant l'éruption la plus puissante jamais enregistrée en provenance d'un objet situé au-delà de notre système solaire. En une fraction de seconde, elle a libéré une énergie équivalente à celle que notre Soleil émet en des centaines de milliers d'années. L'onde de choc de cette éruption, voyageant à travers des milliers d'années-lumière, a eu un impact mesurable sur notre propre planète. Elle a ionisé la haute atmosphère terrestre et a même provoqué de légères perturbations dans notre champ magnétique, détectées par des satellites en orbite. L'éruption a brièvement rendu le ciel terrestre nocturne plus brillant en rayons gamma que la pleine lune, malgré sa distance considérable. Des événements cataclysmiques, comme celui de 2004, nous rappellent la puissance phénoménale qui peut être libérée par ces étranges objets cosmiques. L'étude des magnétars comme SGR 1806-20 nous ouvre une fenêtre sur les conditions physiques les plus extrêmes de l'univers, où la matière est comprimée à des densités inimaginables et les champs magnétiques atteignent des intensités que nous ne pouvons que commencer à comprendre. SGR 1806-20 est situé de l'autre côté de notre galaxie, la Voie lactée. Sa distance est estimée à environ 39 000 à 50 000 années-lumière de la Terre. Son champ magnétique est colossal, estimé à environ 1014 à 1015 Gauss. Cela représente un champ magnétique des milliards de fois plus puissant que le champ magnétique terrestre et des milliers de fois plus intense que celui d'une étoile à neutrons ordinaire. Sa période de rotation est relativement lente pour une étoile à neutrons, environ 7,5 secondes. Les magnétars ont tendance à avoir des rotations plus lentes que les pulsars classiques. SGR 1806-20 émet des sursauts de rayons gamma de manière irrégulière et répétée, bien que les éruptions géantes comme celle de 2004 soient rares. Les étoiles zombies, plus connues sous le nom d'étoiles bleues traînardes, sont des objets stellaires fascinants et quelque peu bizarres. Leur existence semble défier les règles habituelles de l'évolution stellaire au sein des amas stellaires. Dans un amas stellaire donné, toutes les étoiles se sont formées à peu près au même moment. Les étoiles les plus massives évoluent et meurent plus rapidement, passant par les phases de géantes rouges avant de devenir des naines blanches, des étoiles à neutrons ou des trous noirs. On s'attend donc à ce que les étoiles encore sur la séquence principale, brûlant de l'hydrogène dans leur cœur, dans un amas ancien et des masses similaires, aient évolué au même rythme. Les étoiles bleues traînardes, cependant, apparaissent plus chaudes, donc bleues, plus massives et plus lumineuses que les autres étoiles de la séquence principale de l'amas. Elles semblent traîner derrière leurs congénères dans leur évolution, comme si elles étaient restées plus jeunes. Elles sont principalement observées dans les amas globulaires, de vieux amas denses d'étoiles, et les amas ouverts, des amas plus jeunes et moins denses. L'origine de ces étoiles bleues traînardes a longtemps été un mystère, mais les théories dominantes impliquent des interactions stellaires. La fusion stellaire, la collision et la fusion de deux étoiles de l'amas peuvent créer une étoile plus massive et plus chaude, qui se retrouve ainsi rajeunie. Le transfert de masse dans un système binaire. Dans un système binaire serré, une étoile peut transférer de la matière à son compagnon. L'étoile qui reçoit la masse devient plus massive, plus chaude et apparaît plus jeune, tandis que la donneuse évolue plus rapidement. Les étoiles bleues traînardes sont des étoiles zombies car elles semblent avoir échappé au vieillissement normal des étoiles dans leur environnement. Elles sont plus jeunes, plus chaudes et plus massives que prévu, probablement en raison d'interactions stellaires qui leur ont donné une nouvelle jeunesse. 47 Tucanae, un vivier d'étoiles bleues traînardes. 47 Tucanae est un amas globulaire qui fait partie de notre propre galaxie. Il orbite autour du centre de la Voie lactée. Il est en fait l'un des amas globulaires les plus massifs et les plus brillants de la Voie lactée, visible à l'œil nu sous de bonnes conditions d'observation depuis l'hémisphère sud. Il se situe dans la constellation du Toucan, à environ 15 000 années-lumière de nous. Son âge est estimé à environ 10 à 12 milliards d'années.
47 Tucanae contient une population significative d'étoiles bleues traînardes qui ont été intensivement étudiées grâce au télescope spatial Hubble et à d'autres observatoires. Ces étoiles bleues traînardes ont tendance à être concentrées dans le cœur dense de l'amas. Étant plus massives que les étoiles normales de l'amas, elles ont coulé vers le centre au fil du temps en raison de la dynamique interne de l'amas. Les études suggèrent que les étoiles bleues traînardes de 47 Tucanae se forment probablement par les deux mécanismes principaux. Collision stellaire. Dans le cœur dense de l'amas, les collisions entre étoiles sont plus fréquentes et peuvent mener à la fusion de deux étoiles en une étoile bleue traînarde plus massive. Transfert de masse dans des systèmes binaires. Des étoiles dans des systèmes binaires serrés peuvent échanger de la matière, rajeunissant l'une des étoiles au détriment de l'autre. Rotation rapide. Certaines étoiles bleues traînardes de 47 Tucanae ont été observées en rotation très rapide, ce qui est cohérent avec une formation par collision. Les étoiles hypervéloces, des fugitifs cosmiques. Les étoiles hypervéloces sont des vagabondes cosmiques, des étoiles qui ont été éjectées de leur lieu de naissance avec des vitesses si élevées qu'elles dépassent la vitesse de libération de leur galaxie hôte. C'est un phénomène fascinant et relativement rare. La caractéristique principale de ces étoiles est leur vitesse exceptionnellement élevée, bien supérieure aux vitesses typiques des étoiles au sein d'une galaxie. Elles se déplacent si rapidement qu'elles finiront par quitter complètement leur galaxie d'origine et erreront dans l'espace intergalactique. Les deux mécanismes principaux proposés pour expliquer l'éjection des étoiles hypervéloces sont l'interaction avec le trou noir supermassif central. Le scénario le plus courant implique une interaction gravitationnelle avec le trou noir supermassif situé au centre de nombreuses galaxies, y compris notre Voie lactée, Sagittarius à étoiles. Si un système binaire d'étoiles s'approche trop près du trou noir, l'une des étoiles peut être capturée en orbite autour du trou noir, tandis que l'autre est catapultée vers l'extérieur à une vitesse énorme. Les rencontres dynamiques. Dans les amas stellaires très denses, les rencontres rapprochées entre trois ou plusieurs étoiles peuvent parfois entraîner l'éjection de l'une d'elles à très haute vitesse. La plupart des étoiles hypervéloces connues ont été découvertes dans le halo de notre Voie lactée, se déplaçant à des vitesses de plusieurs centaines, voire plus de 1000 km par seconde par rapport au mouvement général de la galaxie. On s'attend également à ce qu'elles existent dans d'autres galaxies. HVS1, une fugitive rapide. HVS1, également connue sous la désignation HE0 437 5439, est l'une des premières étoiles hypervéloces à avoir été découverte. Elle présente des caractéristiques intrigantes qui ont alimenté de nombreuses recherches. Elle a été découverte en 2005 par le télescope spatial Hubble et le télescope de Magellan situé au Chili. Sa distance est estimée à environ 200 000 années-lumière de la Terre, située dans le halo galactique et loin du disque principal de la Voie lactée. Elle se situe dans la constellation de la Dorade, dans le ciel austral. Son diamètre est estimé à environ 2 200 000 à 3 600 000 km. Les estimations de la taille des étoiles lointaines peuvent avoir une certaine marge d'erreur. Sa masse est estimée à environ 9 masses solaires. Son âge est initialement estimé à seulement 20 millions d'années, ce qui posait un problème car elle se trouve très loin du disque galactique où se forment la plupart des étoiles jeunes. Des études ultérieures suggèrent qu'elle pourrait être le résultat de la fusion de deux étoiles plus petites, ce qui pourrait expliquer son apparence jeune malgré sa position. Sa vitesse radiale, la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous, est d'environ 723 km par seconde. Après correction pour le mouvement du Soleil et de la Voie lactée, sa vitesse par rapport au centre galactique est estimée à plus de 550 km par seconde. C'est largement supérieur à la vitesse de libération de la Voie lactée à sa distance actuelle, ce qui signifie qu'elle finira par quitter notre galaxie. L'origine de HVS1 a été un sujet de débat intense. Le scénario de l'éjection du centre galactique. L'une des premières hypothèses était qu'elle avait été éjectée du centre de la Voie lactée lors d'une rencontre à trois corps avec le trou noir supermassif Sagittarius à étoiles. Dans ce scénario, une étoile binaire s'approche du trou noir. L'une est capturée en orbite autour du trou noir, tandis que l'autre est catapultée vers l'extérieur à grande vitesse. Cependant, la trajectoire de HVS1 ne semblait pas pointer directement vers le centre galactique si on extrapolait son mouvement à rebours. De plus, son âge apparent jeune était difficile à concilier avec le temps qu'il aurait fallu pour parcourir une telle distance depuis le centre galactique. Le scénario de l'éjection du Grand Nuage de Magellan. Une autre hypothèse suggérait que HVS1 pourrait avoir été éjecté du Grand Nuage de Magellan, notre galaxie satellite. Des interactions complexes à trois corps impliquant des trous noirs binaires dans le Grand Nuage de Magellan auraient pu éjecter l'étoile à la vitesse observée.
Cette hypothèse pourrait mieux expliquer son âge apparent et sa trajectoire. Le scénario de la fusion stellaire. Des études plus récentes ont proposé que HVS1 pourrait être le résultat de la fusion de deux étoiles dans un système binaire. Cette fusion aurait pu la rendre plus massive, plus chaude et lui donner l'apparence d'une étoile jeune, tout en lui conférant une vitesse élevée lors de l'interaction qui a mené à la fusion ou lors d'une interaction ultérieure avec un troisième corps. L'étoile la plus éloignée du système solaire que nous ayons observée à ce jour est WHL0137LS, surnommée Earendil. Earendil est une découverte remarquable qui nous offre une fenêtre unique sur l'univers primitif. Sa distance. La lumière d'Earendil a mis environ 12,9 milliards d'années pour nous atteindre. En raison de l'expansion de l'univers, sa distance actuelle est estimée à environ 28 milliards d'années-lumière. Earendil se situe dans la galaxie Sunrise Arc, une galaxie très lointaine dont la lumière a également été amplifiée et déformée par la lentille gravitationnelle. Elle a été découverte grâce aux observations du télescope spatial Hubble. La lumière de cette étoile a été amplifiée par un facteur de plusieurs milliers grâce à la courbure de l'espace-temps causée par la gravité de l'amas de galaxies massives WHL013708, situé entre nous et Earendil. Cet effet de lentille gravitationnelle a permis de la rendre suffisamment brillante pour être détectée. Des observations ultérieures avec le télescope spatial James Webb ont permis d'obtenir des détails encore plus précis sur Earendil et sa galaxie hôte. Les données du télescope Webb suggèrent qu'Earendil est probablement une étoile massive de type B, extrêmement lumineuse et chaude, avec une température de surface estimée à au moins 20 000 degrés Celsius. Sa masse. Les estimations de sa masse varient, mais elle pourrait être entre 50 et 100 fois la masse de notre Soleil. Sa luminosité. Elle est estimée à environ 1 million de fois plus lumineuse que le Soleil. Sa taille. Si elle est effectivement une étoile de type B, son rayon pourrait être plusieurs dizaines à quelques centaines de fois celui du Soleil. Des estimations basées sur des modèles suggèrent un rayon possible entre 103 et 393 rayons solaires, mais ces valeurs sont encore incertaines. D'autres analyses évoquent la possibilité d'un système binaire, avec des composantes de tailles différentes. Sa composition. Les astronomes espèrent que de futures observations pourront révéler si Earendil est une étoile de population 3, la toute première génération d'étoiles de l'univers, composée uniquement d'hydrogène et d'hélium, sans les éléments plus lourds produits par les générations d'étoiles ultérieures. Earendil nous offre un aperçu de la nature des étoiles dans l'univers très jeune, environ 900 millions d'années après le Big Bang. Son étude permet de contraindre les modèles de formation et d'évolution des premières étoiles. La possibilité qu'elle soit une étoile de population 3 serait une découverte majeure pour notre compréhension de la cosmologie et de la nucléosynthèse primordiale. Les observations du télescope James Webb suggérant un compagnon binaire ouvrent également des questions sur la fréquence des systèmes binaires dans l'univers primitif. Earendil. Son nom seul évoque une contrée lointaine et presque mythique. Mais les chiffres de sa distance défient toute tentative de compréhension humaine. 12,9 milliards d'années-lumière. Imaginez que la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, voyageant à près de 300 000 km par seconde, ait mis près de 13 milliards d'années pour atteindre nos télescopes. Nos expériences quotidiennes de la distance, qu'il s'agisse de quelques kilomètres ou même des voyages intercontinentaux, s'effondrent face à une telle échelle. Pour nous, cette distance est pratiquement infinie, un abîme temporel et spatial que notre esprit a du mal à concevoir. Au moment où la lumière d'Earendil a commencé son long périple, l'univers était encore jeune, un 14e de son âge actuel. La Terre n'existait pas encore. Toute notre histoire humaine, toute civilisation, n'est qu'un minuscule instant dans ce laps de temps colossal. Tenter de se représenter une telle distance, c'est un peu comme essayer de contenir l'océan dans une tasse. C'est au-delà de notre intuition, au-delà de notre expérience. Earendil n'est pas seulement une étoile lointaine. Elle est un témoin lumineux d'une époque reculée, un phare dont la lumière a traversé une fraction immense de l'histoire cosmique pour finalement atteindre nos yeux. Sa distance n'est pas juste un chiffre. C'est une invitation à contempler l'immensité vertigineuse de l'univers et notre humble place en son sein. Notre voyage à travers l'univers stellaire s'achève. Des étoiles familières qui illuminent nos nuits aux géantes lointaines qui défient l'échelle cosmique, en passant par les étranges et fascinantes étoiles à neutrons, les étoiles zombies et les fugitives hypervéloces, nous avons entrevu la richesse et la diversité infinie du cosmos. Chaque étoile, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, raconte une histoire, celle de la naissance, de la vie et parfois de la mort cataclysmique d'un soleil. Elles sont les forges où sont créés les éléments qui constituent tout ce que nous connaissons,
des planètes aux êtres vivants. Et au-delà de notre Voie lactée, des milliards d'autres galaxies abritent d'innombrables étoiles, chacune avec ses propres mystères et ses propres merveilles. L'univers est un livre ouvert, dont chaque étoile est une page, et notre exploration ne fait que commencer. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, souvenez-vous de l'incroyable voyage que nous avons fait. Car chaque point lumineux est un soleil, souvent bien plus étrange et fascinant que tout ce que nous pouvons imaginer. L'aventure continue, à la découverte des étoiles qui parsèment l'immensité de l'univers. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.